Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. L'invité de ce nouvel épisode est l'auteur de jeu Éric Jumel. Last Heroes, son premier jeu édité, est sorti chez Ludonote en 2018. Puis en 2023, CrimeBet est publié chez 404 Éditions. À l'automne prochain, Éric sortira son premier jeu expert, The Royal Society of Archaeology, chez Atalia. Son projet le plus ambitieux. J'ai eu le plaisir de faire sa connaissance lors du Festival des Jeux de Cannes en février dernier. Alors je suis avec Éric Jumel, auteur sur le Festival des Jeux de Cannes. Bienvenue, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour, merci beaucoup. Une invitation improvisée sur le festival. Voilà, c'est ça. On s'est croisés, on a eu ton jeu qui nous a été pitché, on a fait connaissance et voilà. Et en quelques petites questions, en faisant connaissance, je me suis dit mais il faut qu'on parle ensemble. C'est gentil, merci. Donc c'est cool. Alors toi tu as déjà 3 jeux édités, c'est ça ? 2 et le 3e sortira en octobre cette année. Le 3e en cours. Donc là tu as sorti en 2018 Last Heroes chez Ludonote. Tout à fait. En 2023 CrimeBet chez 404 Éditions. Et pour la fin d'année, effectivement, c'est comme ça qu'on a fait connaissance. C'est Royal Museum. Royal Society of Archaeology. Chez Atalia. Voilà. Donc ça pour la fin d'année. Donc là sur du jeu expert par rapport à ce que tu avais fait un petit peu avant, différemment. Donc avant qu'on parle un peu de tous ces jeux, est-ce qu'on peut revenir sur comment tu as commencé dans le jeu en tant que joueur peut-être? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui t'animaient depuis longtemps? Oh là, ça remonte à il y a longtemps. J'ai toujours joué aux jeux de société chez moi, mais donc ce qu'on appelait les anciens jeux de société, entre guillemets, ceux qui n'étaient pas modernes. Et à peu près dès l'âge de 15 ans, avec des potes d'école, on a découvert tous les jeux de société dits modernes. Alors à l'époque, il fallait en vouloir quand même pour jouer. Les règles étaient quand même beaucoup plus compliquées à lire, avec moins d'illustrations. Plus austères. Plus austères, donc tout ce qui était par exemple Respublica Romana ou Runta, c'était vraiment des jeux pour nous référence. Après, ça s'est un peu calmé, parce qu'il y avait les études, après les études surtout, avec le travail et tout ça. Et j'ai redécouvert ça j'avais à peu près 35 ans. Et là, je suis tombé dans le monde du jeu de société. Et voilà. Après, j'ai toujours été aussi un joueur de jeux de rôle. Ouais. Et je le suis toujours. Donc, plutôt grandeur nature d'ailleurs. D'accord. Oui, voilà. J'ai vu ça. Donc, tu as une association ? Ouais, je travaille. Je suis organisateur de Setiana, une organisation. On fait un jeu de rôle tous les ans pour adultes et un pour enfants tous les ans aussi. D'accord. C'est un événement en fait, c'est quoi ? Non, c'est une association. C'est vraiment une association. Okay. Et on organise un jeu de rôle. Alors, on va dire que 80% des joueurs sont toujours les mêmes tous les ans. On se fait plaisir, c'est notre petit week-end à nous. Mais voilà, et au fur et à mesure, nos enfants qui jouaient aux jeunes enfants sont devenus des joueurs contre nous maintenant. Voilà. Et donc tous les 3 ans, on organise, on écrit les scénarios pour à peu près 100 personnes. Ah ouais. Voilà. Donc tu es dans l'écriture aussi de scénario. l'écriture, ouais. Scénarisation, là je suis justement sur celui de 2026. D'accord. On commence, parce que ça vient vite. Et les 2 autres années, en général, je joue. Ça m'intrigue, parce que moi j'ai jamais essayé, mais est-ce que j'ai fait un peu de jeu de rôle sur table, plutôt dans les années lycée. Comment ça se déroule en fait? C'est sur tout un week-end? C'est tout un week-end. On commence le vendredi à 20h, 21h jusqu'au dimanche midi en général. On est tous costumés, habillés. On appartient à un groupe qui a des histoires, des choses à régler en général. Et puis chaque personnage a aussi des histoires, une histoire, des choses à régler. Et ça génère énormément d'interactions entre tous les groupes. Et donc pendant 48 heures quasiment non-stop. C'est non-stop, ouais. C'est vraiment, on joue le rôle. Ça joue beaucoup la nuit. Ouais. On dort pas beaucoup. D'accord. Mais même en allant à sa douche, il faut prendre son épée, quoi. Ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Ah, ok. Du coup, il y a énormément de monde. Enfin, je veux dire, c'est des jeux avec beaucoup de monde. Ouais, à peu près 100 personnes, on le fait. Ah ouais, c'est impressionnant. 100 personnes. Plus après, un certain nombre de ce qu'on appelle de personnages non joueurs qui vont faire des monstres notamment, parce qu'il faut occuper les joueurs. Il y en a qui aiment bien... il y a de tout. Il y en a qui aiment se battre, il y en a qui aiment faire de la négociation, la diplomatie. Bon, voilà. Puis on a en général 3 à 4 grosses intrigues qui s'entremêlent. C'est 2 ans minimum de préparation. Ah, c'est fou. Et donc quand toi, tu crées les scénarios, forcément, tu les joues ou tu les animes? Non, je les anime. Dans ce cas-là, je suis orga. D'accord. On s'assure que ça joue, que ça marche. Et, il y a certaines scènes où on doit être présent pour valider ce qui se passe, pour s'assurer que ça marche avec le scénario. Enfin, voilà. D'accord. Alors, tu avais déjà écrit des choses dans le jeu de rôle, a priori. Oui, alors j'avais écrit quelques scénarios pour du jeu de rôle. J'ai écrit des murder parties, organisé des murder parties aussi. Ouais, ça a le côté la grandeur nature. Voilà, grandeur nature. Et après, il y a la grande échelle, le grandeur nature de week-end. Et ça fait longtemps que tu fais ça, du coup? Grandeur nature, dans l'organisation, ça fait plus de 10 ans maintenant. D'accord. Tout à fait. Le jeu de rôle, par contre, j'ai commencé, je devais avoir 13 ans, quoi.
Ok. Donc en fait, j'ai toujours été créateur, mais je pense que j'étais un peu refoulé, entre guillemets. Mhm. Puis là, quand je suis tombé dans le jeu de société, je pense que là, ça s'est complètement extériorisé. Ça fait partie de ton ADN, quoi. Oui. Ouais. Et le fait aussi de partager, en fait, parce que le jeu de rôle, c'est ça, les murder parties, c'est ça, d'organiser, de faire découvrir beaucoup d'initiations. Ouais, ça me plaît vraiment, quoi, d'amener les gens au jeu, dans mon univers, dans les univers. Ouais, ça fait sortir du quotidien. Et puis, est-ce qu'il faut un côté théâtral quand même, être bon en impro? Oui, il y en a forcément un peu. Hein. Ouais. Mais il y en a même beaucoup. Moi, je me suis retrouvé là 2 ans de suite à jouer un roi. D'accord. Il y a toutes les délégations qui passent devant toi et donc tu les reçois, tu échanges, tu as des présents, ils veulent tous quelque chose. Non, ça développe ce côté, oui, effectivement, un peu théâtre. Ça, on n'est pas loin de l'improvisation, en fait. Oui, enfin, c'est ça, que complètement, l'impro, d'ailleurs, complètement. Et tu as fait de l'impro, du théâtre d'impro, ce genre de choses? Jamais. J'ai jamais essayé. Peut-être que j'aurais essayé un jour. Ok, d'accord. Et tu m'avais dit que tu avais été aussi animateur sur des festivals. Oui. C'est ça? Ça fait partie de ton parcours? Ça, c'était au tout début, quand je me suis lancé dans la création en 2015 et que j'ai commencé à vouloir me dire peut-être que je devrais présenter en salon mes prototypes. Mm-hmm. Je commençais à me renseigner et en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler en 2017 avec les Ludonautes. Ils cherchaient des animateurs pour Cannes. J'étais dans la région, on habitait pas loin l'un de l'autre. Et d'ailleurs, le premier jeu est un peu né comme ça, c'est que j'avais un prototype. J'appelais Cédric, donc le patron de Ludonautes, qui me disait ok, je cherche des animateurs, si tu veux, t'as qu'à passer au Festival d'Istres, qui est fin janvier dans notre région. On se rencontre et puis comme ça, on se prépare pour Cannes. Je lui dis ouais, super, par contre, j'ai un proto, est-ce que ça te dirait de le voir? Je suis allé au culot. Je suis arrivé le samedi. J'ai regardé l'emplacement, j'ai mis ma table juste à côté de celle des Ludonautes et je leur ai fait tester le proto dès le samedi matin. D'accord. On a enchaîné des parties, ils sont revenus le dimanche matin, on a enchaîné des parties. D'une rencontre où c'était pour préparer Cannes en tant qu'animateur, c'est devenu aussi ma première signature, mon premier jeu. Il y a une petite histoire. C'est cool. Et alors, raconte-moi un peu ce jeu, qu'est-ce que la styrose? Alors la styrose, donc au départ c'était un jeu sur le thème des Mayas, qui faisait des sacrifices d'animaux. Ça a un petit peu changé. Là on doit juste détruire des monstres. Mm-hmm. Mais c'était un jeu avec un principe que j'appelle cooputatif, c'est-à-dire la collaboration forcée. Ok. C'est-à-dire qu'en gros, tu ne peux pas avancer dans le jeu sans aider les autres et sans que les autres t'aident, mais à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. D'accord. C'était un petit peu, je pense, novateur, c'était en 2018, c'était peut-être un peu tôt. Il y avait une DA aussi qui était clivante, avec des super dessins de monstres et tout ça, mais très BD, et je pense qu'il y a eu un effet qui a fait que le jeu c'est bien vendu, mais il n'y a pas eu un effet waouh. Enfin, c'était une belle aventure. Les Ludonautes sont devenus des amis depuis. Et c'est vraiment super. Et ils m'ont vraiment amené dans le monde du jeu, fait découvrir énormément de choses. Comme j'allais en festival avec eux en tant qu'animateur, je voyais toutes les coulisses. Ouais, ils m'ont fait rencontrer énormément de monde. Donc j'ai vraiment mis un pied dans le monde du jeu de société grâce à eux. Et je les remercie pour ça. Oui, c'est ça, parce que forcément, c'est ça tout l'intérêt aussi. C'est le réseau, c'est ces rencontres. Est-ce qu'il y a des rencontres qui ont été pour toi plus marquantes que d'autres Oui, il y a celle-là. Celle-ci, bien clairement. sûr. Il y a une toute première rencontre en 2016, avec une histoire avec Royal Society d'ailleurs. Parce que j'avais commencé à faire Royal Society, qui s'appelait Terra Explorare à l'époque, en 2015. J'avais fait un premier proto, mais qui était comme tout premier proto, c'était un monstre. J'avais tout mis, puisque c'était mon bébé, donc j'ai tout mis. Et en 2016, j'ai eu l'occasion de rencontrer Bruno Catala au Festival d'Istres. Il était là, et j'ai osé lui montrer, et il a eu la gentillesse de regarder. D'accord. Et il m'a donné un conseil que je continue à appliquer aujourd'hui. Il m'a dit, le plus important, c'est de savoir renoncer à ses idées. D'accord. Ouais. Et ça m'a toujours cheminé dans la tête, et ça m'aide encore aujourd'hui en me disant, mais ça se trouve, cette idée-là, celle que je pense la meilleure, ça se trouve, c'est celle qui fait que le jeu marche pas. Donc, maintenant, j'ai vraiment cette démarche-là, et voilà. Donc il y a cette rencontre-là. Tu y as pensé à chaque fois, en fait. Maintenant, à chaque fois que je développe, je pense à ça. Ok. Et la deuxième, c'était un festival qui s'appelait Finistère de Jeux, en Bretagne. Donc là, c'était un périple pour y aller, moi, de Marseille. Et ils organisaient, la première année, je crois, un parrainage, où en fait, ils invitaient 5 auteurs confirmés et 5 auteurs débutants. D'accord. On les confirmés, il y avait Roberto Fraga, il y avait Bruno Catala, il y avait Rémi et Nathalie Saunier, il y avait Wilfried et Marie Fort. Ouais. Il y avait un beau plateau. Et par tirage au sort, on se retrouvait avec nos 2 tables adjacentes, enfin sa table adjacente à une table avec un auteur confirmé. Et je suis tombé sur Rémi et Nathalie Saunier. Ok. Et du coup, c'est devenu un peu mon parrain et ma marraine du monde de jeu. Pareil. Ah oui. Et donc, du coup, c'était un échange. Il y avait des temps en fait entre auteurs où on apprenait des choses. Et puis après, tout le long du festival, on avait nos tables adjacentes. D'accord, ok.
Non, c'était vraiment une super Et aujourd'hui, idée. tu as toujours contact avec eux? Bien sûr. Ah ouais, d'accord. Ah oui, on se croise, on se dit bonjour et tout, on discute, on papote. Je suis déjà allé passer un week-end chez eux. Enfin, c'est vraiment. C'est une chouette idée, ça, je trouve. Ouais, c'est dommage. Il n'existe plus ouais. Finistère de jeu. Et ce qui était marrant, c'est que 2 ans après, Finistère m'a recontacté et je suis passé de l'autre côté. Comme mon jeu était sorti, je suis devenu parrain d'un auteur débutant et je trouvais ça vraiment l'idée vraiment super. D'accord. Et qui a pu sortir quelque chose tu sais pas? Ah si, je crois qu'il y a un jeu qui est sorti depuis, oui. D'accord, tout à fait. Ok. Donc effectivement, tu as été animateur sur les festivals, tu as sorti ton premier jeu, tu continues à créer du prototype. Alors j'ai continué à créer du prototype et en fait j'ai eu un effet où comme le premier jeu finalement je l'ai signé très vite. J'ai commencé à le faire tourner en festival au mois de juillet. Au mois de janvier d'après, je rencontrais Cédric. Au mois d'avril, je le signais. Donc, c'est allé très, très vite. Et en fait, je pense que je me suis un peu emballé en me disant, toutes mes autres protos, c'est bon. Si j'arrive à signer un jeu comme ça, ils doivent être bons. Ouais. Et j'ai bien galéré, en fait. Parce que j'avais eu la chance, justement, avec ce premier jeu, de m'ouvrir pas mal de portes, parce qu'il avait fait du bruit. J'avais presque eu le choix des éditeurs. Mais du coup, je suis arrivé à présenter des jeux qui, au final, n'étaient pas finis. Ah oui. Et il y a eu une bonne redescente à ce niveau-là. Après, le Covid est arrivé, donc ça n'a pas aidé. Par contre, le deuxième jeu, je l'ai signé pendant le Covid. Et c'est quelque chose que je dis vraiment à tous les auteurs que je rencontre débutants. Parce que je suis par exemple membre de la Fabrique des auteurs marseillais. Tous les auteurs font des groupements maintenant. Oui, bien sûr, on a pas mal, ouais. Et ceux qui ont déjà signé essayent d'apporter leur expérience, petite expérience. Il y a 2 choses que je dis. C'est en gros vraiment tester vos jeux et faites-les tourner. Et la deuxième chose, il faut un réseau. Apprenez qui vous avez en face de vous. C'est important, sachez reconnaître les gens. C'est hyper important. Ouais, et puis effectivement, éviter de trop s'emballer. Ah, mais là, moi, c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est important, mais c'est vrai que c'est des choses que c'est humain aussi. Voilà, c'est humain, mais c'est vrai que entre l'excitation et puis et puis la réalité, voilà, c'est pas forcément facile. Tout à fait. Et alors ton jeu qui était le proto du coup Terra Explorare, c'est ça, hein, oui. Qui est aujourd'hui donc le jeu qui va sortir chez Atalia. Oui. Il a une histoire aussi. Ah oui, il a une histoire. En 2017, je m'étais inscrit à plusieurs festivals, j'en ai fait pas mal, et notamment au concours des Jeux de demain à Paris et Ludique. 2017, jeux experts. C'est des votes du public sur les protos, et donc je finis à la 2e place. Ouais, super. Derrière un jeu de Pascal Ribro qui deviendra pareil chez Atalia, quelques années après, East India Companies. Ok. Quelques mois après, je fais un festival qui a disparu aussi aujourd'hui, c'est dommage, qui s'appelait Ludix, où il n'y avait que des prototypes. Il n'y avait aucun jeu édité, c'était que des prototypes, et le public venait jouer à des prototypes. Et j'ai gagné le prix du jury. Jury qui était à la tête, c'était Guillaume Shifumi. Ah oui. Ouais. Voilà. Et donc Terra Explorare avait gagné le prix du jury. Et en janvier 2018, je signe le jeu. Donc là, du coup, finalement, la même année, une reconnaissance publique, finalement, et une reconnaissance d'un jury. Quoi. Exactement. Ouais. Donc, sur 2 festivals différents. Plutôt content, plutôt fier. Sûr. Et puis en janvier, je signe le jeu. Pareil, très très content. Et il ne s'est rien passé. Le jeu n'est jamais sorti. Ok. Pour quelle raison? C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de développement derrière? On t'a fait attendre, en fait. Il n'y a rien eu du tout. Mais vraiment rien du tout. C'est-à-dire que je n'ai même pas eu mon avance sur droit. Quoi. D'accord. En fait, vraiment rien eu du tout. Quoi. Ton jeu s'est retrouvé bloqué, du coup, tu ne pouvais plus. Normalement, quand on signe un jeu, il est bloqué pendant un certain nombre d'années. Le contrat, là, c'était 3 ans. D'accord. Enfin, disons que l'éditeur a 3 ans pour le sortir. Ok. Voilà, c'est toujours pareil quand tu es jeune auteur. T'oses pas trop te plaindre, dire les choses. Et puis tu crois à l'éditeur quand il dit mais si, c'est bon, on va y aller, on va se lancer. Voilà. Et donc au bout de 3 ans, il ne s'est rien passé. Alors tu en es en 2018, donc effectivement... Voilà, donc j'ai signé en 2018 jusqu'en 2021. Mais du coup, le jeu est bloqué. C'est-à-dire que tant qu'il est signé, je ne peux pas le présenter à un autre éditeur. Et en plus, je trouve les années Covid entre deux, ce qui fait que de toute manière, tu savais que ça allait être mort. Voilà, ça allait être mort. Et donc je récupère mes droits au bout de 3 ans. J'ai pas forcément envie de retoucher le jeu tout de suite. Je le mets sur l'étagère et puis voilà quoi. Puis 1 an après, quand même poussé par mon entourage, je dis allez, je me relance. Je le retravaille parce que forcément, j'essaie de le remettre un peu au goût du jour, puisqu'en 3-4 ans, les mécaniques peuvent changer. Voilà, donc, tu peux avoir d'autres envies aussi. Donc, et puis avec du recul, je vois des choses qui finalement me plaisent plus. Et voilà, je le retravaille. Et alors que je n'ai même pas fini de le retravailler, il y a Césaré qui me contacte parce que justement, il a sorti East India Companies, qui avait eu la même histoire que moi d'ailleurs, qui avait signé avec le même éditeur. D'accord. Et le jeu n'est pas sorti. Bon, voilà. On ne nommera pas. Et il sort East India Companies et l'auteur d'East India, donc Pascal Ribro, dit à Césaré, le patron d'Atalia, tu sais, il y a le deuxième jeu à Paris et Ludique, il est bien, tu pourrais aller le faire. Et donc Césaré est venu me voir et on a dit banco, mais avec le fait de continuer le développement derrière, parce que j'étais en train de faire le développement. Donc ça, c'était un accord de dire ok, tu signes, mais derrière tu continues à faire le développement avec moi et on avance. Et voilà, et là on est parti sur une très belle histoire sur Royal Society. Donc il a été re-signé donc avec Atalia quand du coup?
Oula, je ne me rappelle pas. Tu sais plus. Je pense qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans. D'accord. D'accord. Donc oui, ce qui semble là un délai plutôt normal sur la période aussi. Tu as rethématisé le jeu, c'était toujours le même thème. Enfin, comment il est né en fait ce jeu et quelle est ta volonté derrière où il en est aujourd'hui? C'est un jeu où je suis vraiment parti du thème. Et je voulais absolument partir du thème. Pour moi, c'était primordial de partir du thème parce que c'est un thème que j'adore. Donc, les fouilles archéologiques, toute l'histoire des civilisations et tout ça. Je voulais vraiment jouer dans ce thème. Il n'y en a pas tant que ça. T'es un passionné d'histoire Pas spécialement, mais vraiment, j'adore voir les vieux monuments, mais vraiment anciens, antiques. D'accord. Voilà. Donc je voulais vraiment faire un jeu sur ce thème-là, qui sorte bien sûr du lot, qui ne copie pas les jeux qui existaient de ce type-là, comme Thèbes, par exemple. Et comme je voulais vraiment ressentir le thème, j'ai cherché les mécaniques qui mettent le plus en avant le thème. C'est-à-dire que je ne suis pas parti d'une mécanique et plaqué un thème. Ouais. Je suis vraiment parti du thème et j'ai cherché quelle mécanique à chaque fois, pour chaque action que je voulais faire, expliquer mieux le thème pour qu'aujourd'hui, quand on décrit une action, que je la décrive mécaniquement ou que je la décrive par le côté thématique, on comprend ce qu'on doit faire. Okay. Donc, c'était vraiment ça et voilà, c'est parti de là. Et comme je suis passionné, ça m'a pris aussi énormément de temps parce que j'ai cherché des photos d'époque. En cherchant des photos d'époque, j'ai lu des rapports de fouilles ou d'exploration, donc je les ai lus. Donc voilà. C'était beaucoup documenté en fait, mais pas par passion. Par passion, vraiment par passion. C'était au-delà du jeu, c'est-à-dire qu'en faisant des recherches pour le jeu, tu t'es presque pris de passion pour d'autres choses. C'est exactement ça. Ah, c'est chouette. Donc, et tu peux me dire un peu le pitch du jeu? Alors thématiquement, donc on incarne une fondation archéologique basée à Londres en 1920-1930 et on va contribuer au programme de fouilles mis en place par le Royal Museum. Je ne peux pas parler de British Museum parce qu'on n'a pas eu les droits. Donc on va répondre au programme de fouilles du Royal Museum en organisant des expéditions. Et pour organiser des expéditions, on a des explorateurs qui ont un niveau d'expérience qui va pouvoir évoluer pendant la partie. Donc c'est un jeu de pose d'ouvriers mais avec des ouvriers qui gagnent en puissance pendant la partie. On va avoir besoin de connaissances et des pistes pareilles qui évoluent pendant la partie et de l'argent qu'il va falloir essayer de récupérer. Donc aller chercher des mécènes. Voilà. Et après c'est des courses, en fait, en gros, des objectifs communs, des objectifs personnels, des exigences royales. Voilà, c'est ancré dans l'histoire. Le roi George V était féru d'archéologie, et donc j'ai mis ça dans le jeu. Le roi exige d'atteindre certains résultats à certains tours du jeu. Et si les joueurs le font pas, ils ont un malus. Voilà. D'accord. Oui, donc c'est vraiment ancré sur toute une thématique et une logique. Voilà, une logique. Et alors, je suis vraiment allé assez loin, puisqu'il y a 48 sites archéologiques. Et donc, je me suis assuré que les 48 sites archéologiques étaient déjà découverts en 1920-1930. Il y en a qui ont été découverts après, ils ne sont pas dans le jeu. D'accord. Et après, je suis allé chercher des photos d'époque. Et avec l'illustrateur, donc Guillaume Tavernier, on a représenté les sites dans l'état où ils étaient en 1920-1930. Sans qu'ils soient nettoyés. Sans qu'ils soient nettoyés, par exemple. Restaurés ou autre. Voilà, ou certains qui n'existent plus aujourd'hui, ont été détruits. Tout ça. D'accord. Voilà. Il y en a aussi des mythiques un peu. Tu nous expliquais ça hier. Enfin, je sais plus. Il y a forcément les références aux merveilles, les fameuses merveilles. Donc vous avez les pyramides de Gizeh, vous avez le mausolée d'Halicarnasse ou des choses comme ça. Et puis il y a certains sites avec un mythe associé, comme le palais de Knossos et le Minotaure. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Axum et puis la reine de Saba. Voilà. Donc il y a des liens, il y a un petit côté culturel. Et je suis même en train d'écrire un livret scientifique. Alors attention, je ne suis pas historien, mais l'idée c'est d'essayer d'écrire un peu, on retrouve un peu de jeu de rôle d'ailleurs, comme si j'étais une personne de 1920 expliquant, présentant les différents sites, les 48 sites archéologiques. D'accord. Pour essayer de faire un petit livret culturel. Pour accompagner et raconter l'histoire de ces sites que l'on va aller fouiller du coup. Exactement. Et dans les règles, j'ai mis aussi un peu de texte à chaque fois, d'ambiance. C'est quelque chose que j'aime faire et que je n'ai pas pu m'empêcher. C'est chouette, c'est vrai qu'en même temps ça complémente le jeu et ça raconte quelque chose, ça touche forcément, je pense, plus facilement. Un jeu expert, en fait, il est plus fluide, je trouve, quand il raconte vraiment quelque chose. Mais voilà, mais je pense qu'on retrouve aussi mon côté jeu de rôle, c'est que moi je suis beaucoup dans l'immersion. Moi, même en tant que joueur, j'ai besoin d'être immergé. Donc quand je fais un jeu, j'ai besoin de raconter une histoire et de vraiment donner tout ce qu'il faut pour que le joueur se sente immergé. Alors après, il y a toujours des joueurs qui ne se focaliseront que sur la mécanique, mais là, même en se focalisant sur la mécanique, dans le jeu, vous allez partir en expédition, vous allez au port. Vous allez apprendre de la connaissance, vous allez à l'université et thématiquement, ça tient la route. Et on va faire des fouilles, on revient avec plus de connaissances. Exactement. C'est ça aussi. Voilà. Ok. Et toi, quand tu crées, justement, tu pars toujours d'une mécanique, d'une thématique, pardon, ou pas forcément? J'ai vraiment fait les deux. Le premier jeu signé avec les Ludonautes, c'était vraiment une mécanique. Le thème était vraiment calqué. D'ailleurs, il a été changé à la signature. Après, j'ai vraiment les deux, mais les derniers jeux que je fais, c'est ni mécanique ni thématique. Je suis parti vraiment sur qu'est-ce que je veux faire ressentir aux joueurs.
Ok, Et le c'est ressenti. ça aujourd'hui qui me guide maintenant. Qu'est-ce que je veux faire ressentir aux joueurs? Et après, je cherche l'association mécanique-thématique qui correspond mieux à ce que je veux faire ressentir. D'accord. C'est ce que tu expliquais effectivement sur le jeu archéologique. Ouais. Voilà. D'accord. Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres choses ou est-ce que c'est trop compliqué? Est-ce que ça prend beaucoup de place? Ah, c'est vrai que ce jeu-là, comme j'ai continué le développement là, et après j'ai pas mal travaillé avec le directeur artistique, Benjamin Trélou, et avec Guillaume Tavernier, ça a pris pas mal de temps, j'ai mis pas mal de projets en parallèle. Après j'avais déjà un 4e jeu signé, mais du coup c'est vrai que j'ai pas beaucoup avancé le développement. J'ai eu le temps quand même de faire un petit prototype avec un co-auteur, et on a eu la bonne nouvelle ce matin qu'a priori il devrait être signé. D'accord. Donc ça c'est plutôt Chouette. cool. Mais c'est vrai que là par contre en stock j'ai beaucoup d'idées, mais alors j'ai pas vraiment de prototype fini, mais D'accord. j'ai beaucoup d'idées, dont un jeu là vraiment, ça commence à être bien mûr quand même, mais il faut que j'arrive à le mettre en mode prototype. Ça va être plutôt un jeu de cartes, je suis beaucoup combinaison de cartes en ce moment. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose dans ce type de jeu. Donc, voilà, il y a justement ce que j'allais dire, il y a des mécaniques que tu as envie d'explorer particulièrement. Bah, celui-là, parce que c'est vrai que là je joue beaucoup à des jeux de combo de cartes en ce moment, donc tout ce qui est... je sais pas, Ark Nova, Terraforming Mars, Everdell, Wingspan, enfin tous ces jeux-là où il y a vraiment des choses à faire. Et voilà, c'est un monde que j'ai envie d'explorer. Le fait d'avoir plein de cartes différentes avec des effets différents qu'on peut comboter, c'est vraiment quelque chose qui est plaisant à jouer. Donc, avec beaucoup de profondeur. Avec beaucoup de profondeur et de rejouabilité. Donc c'est quelque chose que j'aimerais bien explorer. Ouais. Ok. Alors la sortie du jeu chez Atalia, là c'est pour quand donc normalement c'est Essen cette année, donc ce sera sur le stand de Our qui est partenaire avec Atalia. Ouais. Donc Essen cette année, je crois que c'est début octobre ou mi-octobre, je ne sais plus quand c'est. Je crois que c'est pour les vacances de là tout ça. Pour le coup, ça tombe sur les vacances françaises, je crois. Ouais. Voilà, donc ce sera en sortie là-bas, sachant que le jeu en fait il est sans texte à part les règles, tout le plateau, toutes les cartes, on a tout iconographié. Donc en fait les boîtes seront avec les 3 livrets de règles français, allemand, anglais. Voilà, comme ça c'est facile à exporter. Ouais, exactement. Ouais, bah, super. Tu peux me parler un peu de ce 4e jeu ou c'est trop tôt? Non, je peux en parler. C'est justement un jeu où je voulais partir d'une sensation. J'ai cité déjà le jeu tout à l'heure, c'est Runta. C'est un jeu qui est sorti dans les années 90, début 90, où ça se passait dans une république bananière en Amérique du Sud. Il y avait 7 rôles, le président, le premier ministre, les généraux d'armée, enfin voilà. D'accord. Il y avait un budget à voter en début d'année et après on pouvait se retourner contre le président et faire un coup d'État. Donc il y avait 2 modes de jeu, le mode on va dire politique et le mode militaire. J'y ai rejoué il n'y a pas longtemps, ça a mal vieilli. Mais j'ai vraiment un souvenir, et il y avait un moment dans le jeu où on peut éliminer les adversaires en envoyant des assassins payés ou pas payés. Et en fait, il y a une phase de jeu où on doit choisir à chaque tour à quel endroit où on est. Si je suis dans ma garçonnière, dans mon QG ou des choses comme ça. Et ce côté... je dois choisir où je suis et les autres potentiellement vont essayer de deviner où tu es pour t'éliminer. J'avais envie de faire un jeu là-dessus. Okay. Et donc je suis parti sur un jeu où le thème c'est plutôt, on va dire, des mineurs qui doivent extraire des pierres précieuses. Je peux le faire proprement, c'est-à-dire que j'extrais les pierres, je les amène au marché, je les vends et après je fabrique des bijoux. Ouais. Soit je peux attendre les gens à la sortie de la mine, soit je peux attendre les gens à la sortie du marché et récupérer les pierres. Et donc là, chaque tour, je dois décider où j'envoie mes personnages. D'accord. Et en fonction du personnage que j'envoie, c'est soit mon mineur, soit mon homme de main. Donc si j'envoie un homme de main à tel endroit, il ne sait pas ce qu'il attend les autres. D'accord. Si j'envoie un mineur, c'est qu'il fait son travail. Voilà. Et donc c'est sur ce thème-là. Et donc je l'ai signé chez Nostromo. Ah, très bien, avec François Bachelard. Et a priori, ça devrait être une suite, enfin, dans le même univers, la même logique que Orc versus Orc. Donc ce serait Dwarf versus Dwarf. Ça va être taquin. Comme on parle de mine, autant parler de nain, ça paraît correspondre. D'accord. Donc, et ça, il n'y a pas de date encore? Non, il n'y a pas de date. On a fait un travail de rethématisation déjà, puisqu'il a fallu le porter dans l'univers. On a eu... plusieurs idées qu'on est en train de développer. Là, c'est vrai que je l'ai un peu mis en stand-by parce qu'il y avait notamment Royal Society. Mais là, on va reprendre, on s'est vu là à Cannes et on va reprendre le développement. Ouais, et puis Royal Society, là, j'imagine, ça va vers la production, là, j'imagine, là, plus après maintenant. Cannes, normalement, on ne devrait pas être loin d'appuyer sur le bouton. Voilà, donc du coup, effectivement, tu vas te replonger sur cet autre Exactement. projet. Pas de temps mort. Non, pas de temps mort. Ça, c'est chouette. Ça occupe l'esprit. Ouais. Et tu vis de l'autorat ou pas encore? Pas du tout. Mais c'est pas forcément la cible. C'est pas le souhait. Moi, je veux que ça reste une passion. Je veux rester. Je sais pas comment dire. Alors, c'est peut-être moi. Je prononce pas par rapport aux autres, mais
Moi, ma crainte, c'est de vouloir en vivre, c'est tomber dans un biais de devoir produire. Pour en vivre, je veux pas avoir ce côté d'être obligé de sortir des jeux parce que je regarde la fin du mois et voilà, je veux que ça reste une passion. D'avoir une obligation de production. Ouais, c'est ça. D'accord. Mais encore une fois, peut-être que tout le monde le vit pas comme ça. C'est mon impression extérieure. C'est ton sentiment. J'accuse personne de faire ça. Attention, c'est pas mes propos, mais moi c'est ce qui me fait peur et j'ai pas envie de tomber là-dessus. J'aime aussi le métier que je fais. Tu travailles dans quel domaine ? Je travaille dans le développement durable. Ok. Donc aider ma compagnie qui est assez pollueuse, on va pas se cacher. À essayer de réduire ses émissions carbone, apporter des solutions et aider à vraiment diminuer le carbone. Donc voilà, c'est aussi un challenge, donc ça me plaît. C'est des choses super sympas à faire. Il y a beaucoup de travail, mais il y a aussi beaucoup de création, de nouveau, des idées à imaginer. Comment je peux arriver à décarboner. Là, c'est des bateaux dans le cas présent, c'est très pollueur. Mais qu'est-ce que je peux imaginer pour arriver à dépolluer, quoi. Et donc ça me plaît. Oui, donc c'est un métier dans lequel tu te sens bien. Je me sens bien, donc il n'y a pas de raison que je le lâche. Voilà, mais qui me permet quand même aujourd'hui, si je veux prendre une semaine pour partir à Cannes, par exemple, faire un festival, je peux le faire. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est pas ma volonté. Je préfère prendre plaisir à créer le soir, le week-end, comme ça, mais pas avoir de pression. Ouais, c'est finalement ton loisir, ton passe-temps, même si c'est chronophage, parce que c'est vraiment voilà. Sachant qu'en plus il y a le jeu de rôle, il y a la vie à la création maison, de scénario. Et là j'ai même juste décidé de me marier cet été, donc ça rajoute un petit projet. Félicitations. Voilà, merci. Mais du coup oui, c'est encore un autre projet à gérer en parallèle. Oui, c'est du boulot. Mais bon voilà, c'est que du plaisir. Ouais, le principal c'est ça, c'est d'avoir du plaisir dans tout ce qu'on fait. Ça c'est certain, c'est le moteur. Sinon, faut pas le faire. Voilà, c'est ça. Faut pas que ça devienne une contrainte, en fait. C'est ça. Tu aurais sans doute plus le même plaisir, effectivement, si ça devait devenir une contrainte. Je pense. Ouais. Et alors, tu m'avais évoqué aussi que tu avais quand même tenté un travail en indépendance sur tout ce qui est écriture de règles et traduction. C'est ça. En fait, quand je suis passé animateur, j'ai créé ma micro-entreprise pour que les éditeurs puissent, en fait... me facturer, enfin que je puisse émettre des factures à me payer, c'était ça la démarche. À ce moment-là, je m'étais dit, tiens, peut-être quand même que je pourrais, dans le monde du jeu, pas en tant qu'auteur, mais en tant que micro-entreprise au départ, vivre dans le monde du jeu par un travail, et pour me diversifier du travail d'animateur qui ne fonctionne la plupart du temps que le week-end quand même. Ouais, puis sur des moments bien précis. Des moments bien précis, et souvent c'est loin de chez toi. Je me suis mis en tête de monter ma structure pour notamment proposer des prestations de relecture de règles. Étant gros joueur, je me rendais compte quand même qu'il y avait un certain nombre de règles qui étaient pas forcément relues ou qui étaient relues, mais il manquait peut-être un œil extérieur. Et en fait, en ayant en plus travaillé sur des jeux en interne, je me rendais compte que quand on est à fond dedans, on ne se rend pas toujours compte d'erreurs. Oui, on manque de recul. Voilà. Donc j'ai monté ma structure, Kudos, pour proposer aux éditeurs notamment de faire de la relecture de règles, de l'écriture de règles. En étant animateur, en étant auteur, j'avais quand même commencé à avoir une certaine expérience sur la façon dont comment on amène les choses aussi, ou comment on les scénarise. C'est ça. C'est ça, en fait. Mais c'est ça, ça revient à ça. Donc voilà, j'ai proposé mes services. Après, j'avais même proposé du développement. Ou du playtest pour des sociétés. Donc j'ai travaillé avec notamment Studio H, avec Lumberjacks, avec Atalia, j'avais déjà travaillé. D'accord. Puis plein d'autres, je ne vais pas citer tout le monde. Et puis le Covid est passé quand même par là. Avant le Covid, j'avais un beau programme, notamment d'animation. Ok. Et tout s'est arrêté. Et après, entre le coût des matières premières, entre le coût du transport, les éditeurs, je peux le comprendre, certains réduisent un peu la voilure et les premiers postes souvent à couper sont on coupe pas les illustrateurs, on coupe pas les usines, la production, on a donc, besoin de la communication. Donc c'est vrai que du coup c'est un peu tombé. Oui, c'est une mission qui était internalisable en fait pour beaucoup aussi, j'imagine. Alors, mais justement là, ce que je proposais moi, c'était surtout pour les petites structures qui n'avaient pas forcément les moyens d'internaliser, de dire je vous fais une prestation, avec en plus j'apportais l'œil extérieur, mais un œil extérieur d'auteur, d'animateur. Donc avec quand même l'habitude de lire des règles et d'être assez pertinent dans mes remarques. Bon voilà, et puis après c'est vrai que ça prenait du temps aussi, c'était que sur mes heures de temps libre, le soir, le week-end et tout ça. Donc c'est vrai qu'à un moment donné... Voilà, quand on est son propre chef, on est libre de s'organiser comme on veut, mais en même temps c'est hyper... il faut s'investir à 1000%. Voilà, et je ne pouvais pas forcément me permettre du jour au lendemain de dire j'arrête mon boulot, je tente l'expérience et ça marche pas. Mes filles étaient encore en études, il y a la maison à payer. Il y a des choses à gérer. Pour être transparent, Bien sûr, mais... Je ne pouvais pas tout abandonner en disant allez, je me lance, on verra bien. Quoi. Donc la réalité m'a ramené sur terre et m'a rattrapé et j'ai dit ok. Et tu aurais peut-être eu moins le temps de créer finalement aussi. Sûrement.
au final. Ça, c'est sûr. Et là, pour le coup, je m'enfermais aussi dans forcément des engagements vis-à-vis des éditeurs. Parce que quand ils te demandent de relire, c'est pas à fournir sous 2 mois. Quoi. Bah oui. Donc, du coup, de nouvelles contraintes imposées. Et au final, non, ça marchait pas. Quoi. Quelles sont tes envies au jour d'aujourd'hui alors? Des envies particulières dans le monde ludique, justement, dans la création? Là, j'ai goûté au co-autorat et j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie-là. Tu as travaillé avec qui? Là, j'ai travaillé avec Marc Lagroix. Ouais. Le jeu, a priori, on va signer là. Et on a envie de continuer ensemble parce qu'on s'est vraiment super bien entendu. Vous êtes rencontrés comment? À la Fabrique des auteurs marseillais. Ok. Et lui a sorti des choses déjà? Lui, il a sorti Steam Watcher chez Feu. Je vais dire une bête, je me trompe, Mythic Game. Ah oui. Voilà. Et puis voilà, on s'est super bien entendu, on a la même façon de voir les choses, ça marche beaucoup en ping-pong. Je pense que pour la plupart des co-auteurs, c'est comme ça que ça marche. J'avais essayé d'autres co-auteurs avant, puis ça n'avait pas forcément pris. Et là, avec Marc, on s'est vraiment trouvé, donc on a envie de continuer ensemble. Donc ça, j'aimerais bien continuer à explorer ça. Ok. Puis après, c'est développer un certain nombre d'idées que j'ai. Il y en a 2 ou 3 que j'aimerais vraiment aboutir, mais ça risque d'être des trucs un peu longs parce que pour l'instant, j'arrive pas à faire des petits jeux. Ou des jeux format 20-45 minutes, donc je suis plutôt sur du gros jeu, mais encore une fois... Initié expert, c'est un peu plus initié expert, où là, je suis même presque prêt à tomber dans du narratif. D'accord. Du coup, oui, parce que j'ai t'aimes écrire aussi, quoi. Ouais, j'aime écrire, j'ai la passion du jeu de rôle, donc ouais, du narratif, ça me tente bien, mais là, pour le coup, je pars sur quelque chose de... Je ne vais pas spoiler, mais... je leur ai même pas encore parlé, mais comme on a tout un univers qu'on a créé pour Celtiana, d'accord, on a déjà une base phénoménale pour faire un jeu narratif. Quoi. Ce serait vraiment bien d'arriver à faire un truc dans ce monde-là. Quoi. Ok, écoute, voilà. À suivre si c'est des envies. Si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Donc compétitif, du coopératif, du semi-coop, du solo, du duel? Je suis très coopératif, mais je dirais coopératif narratif, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suis vraiment dans tous les jeux comme Tinding Grail ou des choses comme ça, c'est vraiment des choses qui me plaisent, donc ouais, coopératif des gros univers. Ouais. Un jeu que j'adore, c'est Cthulhu Death Medaille. Ouais. C'est un vrai bonheur. Après ça aussi, c'est des jeux qui demandent du temps et de l'investissement. Qui demandent du temps et souvent avec les mêmes joueurs, c'est plus sympa, quoi. Mais voilà, ça crée des souvenirs. On se rappelle qu'on a réussi telle ou telle mission ou à ça près, ou que justement à ça près, on n'a pas réussi. Complètement. Et on s'en parle encore, et ça, c'est vraiment chouette. Quoi. Ouais. Si tu étais une mécanique de jeu, combo de cartes, je dirais. Combo de cartes, c'est... Ouais, ok. Donc peut-être un jour... Bientôt. En gestation. En gestation. Alors, du coup, tu l'as peut-être un peu dit, mais si tu avais un univers de jeu de société, lequel serais-tu? Il n'y en a qu'un seul pour moi. C'est Cthulhu, Lovecraft. C'est ma référence. T'as lu tous les livres? J'ai lu tous les livres, j'ai quasiment tous les jeux. J'ai le jeu de rôle, l'appel de Cthulhu. Ouais. Et j'ai la grande figurine de Cthulhu de 60 cm, de Cthulhu Death Medaille dans mon salon, à l'entrée, comme si c'était un tu hôtel. Fais une prière devant tous les jours. Devant tous les jours, c'est ça. Ok, oui, donc c'est vraiment le passionné aussi de cet univers. Tout à fait. Ok, merci. Et puis, si tu avais quelqu'un d'autre à me proposer au micro pour une prochaine interview. Alors, tu parlais tout à l'heure d'un distributeur. Ouais. Donc moi, je te propose d'interviewer Benjamin Planas. D'accord. De chez Ludistri. Ok. C'est le fondateur? Non, mais c'est commercial. Aujourd'hui, ils sont 2 commerciaux, dont Benjamin. Et la petite histoire, c'est que on s'est croisés une fois à un festival. Et quelques mois après, on se retrouvait dans le jeu de rôle Grandeur Nature Celtiana. Ah oui, D'accord. Il y en a un autre aussi, je vais le mentionner parce que c'est un pote, c'est Nicolas Aubry de Synergy Game. Et ça, tu peux l'interviewer aussi. D'accord. Il a sa structure pour aider les éditeurs à fabriquer. Il s'occupe de la fabrication. D'accord. Une autre partie aussi, c'est intéressant. Et voilà. Ok, c'est super. Merci beaucoup pour ces pistes, je les note. Et écoute, je te propose de terminer le podcast comme on fait sur les vidéos également. Alors, au jeu signé Éric Jumel. Tu joues ou quoi? Le podcast compte déjà 60 épisodes et le nombre d'écoutes s'améliore chaque mois. Merci pour votre fidélité, vos commentaires bienveillants et vos partages précieux. Pensez aussi à faire un tour sur la chaîne YouTube Tu joues ou quoi? David y présente de nombreuses vidéos règles et des retours de festivals. D'ailleurs, début juillet, nous serons présents à Paris et Ludique. Si vous nous croisez, n'hésitez pas à venir nous voir, ça nous fera très plaisir. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un prochain épisode.